bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 L'Hebdo. Au sommaire, ce vendredi 19 juin. Les cinémas vont enfin pouvoir accueillir de nouveau leur public, mais les conditions sanitaires restent strictes. Nous avons suivi leur préparation pour la réouverture du 22 juin. Depuis 2 semaines, la police manifeste sa colère dans toute la France. Dans les Yvelines aussi, des rassemblements et jets de menottes ont eu lieu. Nous en discuterons avec Julien Lecam, secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Le retour à l'école pour tous les élèves qui se préparent doucement, les soignants mobilisés pour défendre l'hôpital public et un nouveau président de l'EPI. Nous reviendrons sur ce qui a marqué l'actualité de cette semaine dans les Yvelines. Je vous le disais en titre, plus que quelques jours à attendre pour les cinéphiles. Les salles obscures vont pouvoir ouvrir à partir du 22 juin, à condition de respecter certaines mesures sanitaires. Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Ronze sont allés voir comment certaines salles saint-quentinoises se préparaient à accueillir le public. Ils ont temporairement pris la place des confiseries et du pop-corn. Ces produits d'hygiène sont désormais les nouveaux alliés du directeur du Ciné7 à Elancourt. Autorisées à rouvrir à partir du 22 juin, les salles obscures sont soumises à un protocole strict. Si le port du masque est recommandé pour le public, il faut néanmoins respecter un siège d'écart entre chaque groupe. On a décidé qu'avant chaque début de séance, on irait faire un tour masqué dans les salles pour vérifier que tout va bien. Voilà. Et on espère que ce sera bon enfant et que tout ira bien et qu'on n'aura pas à intervenir. L'établissement Elancourtois a fait le choix de ne pas mettre en place de réservation par Internet. La billetterie se fera donc sur place en respectant une file d'attente unique et les distances adéquates. Nous avons ici des gens qui sont des passionnés depuis parfois 30 ou 40 ans, qui sont des abonnés, qui sont de fervents admirateurs, mais supporters du cinéma. Ce ne sont pas des clients, ce sont des supporters. Ils ont multiplié les messages, entre autres sur les réseaux sociaux, pour demander quand on rouvrait. Une reprise progressive également pour le multiplex UGC Cinécité à SkyWest. Les 16 salles rouvriront à partir du 22 juin à 16h avec une contrainte. Comme partout ailleurs, la capacité est diminuée de moitié. Les salles seront également aérées entre chaque séance. Les interséances sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Donc entre chaque film, il y aura quasiment à minima une demi-heure entre chaque séance pour que les gens qui sortent ne croisent pas forcément les gens qui rentrent dans la salle. Concernant la programmation, aucune grosse sortie n'est prévue pour la semaine de reprise. On a décidé de relancer les incontournables UGC qui sont les meilleurs films de l'année 2019. Donc ça, on va le programmer pendant une quinzaine de jours à 3,50 €. L'occasion donc de voir ou de revoir pendant les premières semaines de réouverture Le Chant du Loup, Hors Norme ou encore Les Misérables. Une séance spéciale est prévue le dimanche 12 juillet pour découvrir une nouveauté tout simplement noire en présence de l'équipe du film. Depuis 2 semaines, on observe de nombreuses images de policiers jetant leurs menottes en signe de protestation et mécontentement envers leur ministre, ainsi que des mobilisations, souvent nocturnes. Le climat est particulièrement tendu entre les affaires de racisme via messagerie et réseaux sociaux et celles de violences policières. Dans les Yvelines, 150 fonctionnaires de police se sont réunis lundi devant le commissariat de Versailles. Julien Lecam, secrétaire général régional des Yvelines du syndicat de police Alliance, est en communication avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez lundi avec vos collègues, que souhaitiez-vous dénoncer ? Tout d'abord, le ras-le-bol. C'était un cri lundi, un véritable ras-le-bol suite aux propos tenus par notre ministre, qui a carrément lâché notre profession, lâché mes collègues. Et lundi, on voulait justement montrer notre mécontentement et notre ras-le-bol à travers cette opération, ce jeter de menottes devant le commissariat de Versailles. Alors vous demandez même le départ du ministre Christophe Castaner. Vous estimez qu'il gère mal la situation ? Tout à fait, il a lâché littéralement la profession. Notre secrétariat général et notre secrétaire général Alliance Police Nationale demandent à rencontrer le président de la République pour justement évoquer le malaise de la profession et faire part notamment de toutes nos revendications, parce qu'on a un cahier de revendications important. Alors justement, j'allais vous demander si vous aviez eu des réponses depuis la manifestation de lundi, des retours. Alors, nous avons obtenu des rendez-vous auprès du DGPN. Il y a 2 rendez-vous de prévus, le 30 juin et le 3 juillet. Et je sais que nous sommes toujours en attente de rencontrer le président de la République. Alors, vous me disiez que vous aviez beaucoup de revendications. Quelle est la situation actuelle dans la police ?
Il y a un grand malaise, hein. Vous pouvez vous en rendre compte. Lundi, en plus de mes collègues de la sécurité publique, on pouvait les voir aussi, mes collègues de la police judiciaire qui se sont joints à nous, ce qui est plutôt rare et qui montre qu'il y a un vrai ras-le-bol généralisé dans la profession. Il y a beaucoup de revendications, hein, qui restent sans réponse. Et justement, on souhaiterait faire le point avec le DGPN, notamment sur la réforme du management, les conditions de travail, les conditions du travailleur de nuit, le manque d'effectifs, le manque de moyens qui est criant, et notamment dans les Yvelines. Et comment vous l'expliquez, ce malaise ? Justement, si vous voulez, il y a eu beaucoup de réformes de fait. On a fait beaucoup d'économies dans la profession. En plus d'être lâché par notre ministre de l'Intérieur, on peut parler d'un laxisme judiciaire qui crée un sentiment d'impunité parmi les délinquants. Et le département a été en proie, durant le confinement, à plusieurs semaines de violences urbaines et d'actes très violents. On le voit encore, hein, dimanche soir dernier, à Houille, des règlements de compte entre bandes à coups de machette. Donc il faut savoir que le département est un département malheureusement très violent. Et le ministère de l'Intérieur fait des économies d'effectifs alors qu'il devrait au contraire en injecter plus. Alors, parmi les annonces de Christophe Castaner, il y a plusieurs mesures, comme la fin de la technique dite de l'étranglement, vous l'avez dit, avec le taser comme alternative, la suspension systématique pour chaque soupçon d'acte raciste avéré, et encore une réforme de l'IGPN. Vous en avez parlé de l'IGPN, cette réforme, est-ce qu'elle serait la clé finalement pour établir une forme de confiance entre police, citoyens, même vous avec votre hiérarchie ? Si vous voulez, nous... L'IGPN, nous, mes collègues, quand ils sont amenés à y aller, s'y présentent. Hein, c'est des actes de procédure, on va dire, pas habituels. Mais nous, on n'est pas vraiment sur cette demande-là. Nous, si vous voulez, quand on entend le ministre de l'Intérieur parler de soupçons avérés, présumés, c'est quelque chose de ridicule. Il stigmatise l'ensemble de la profession. Il faut savoir que les fonctionnaires de police font partie de la catégorie des fonctionnaires les plus sanctionnés déjà en France. Et je peux vous dire que malheureusement, au moindre écart, justement, les sanctions tombent. Nous, Après, il y a ce rapport de 2019 qui montre que le nombre d'enquêtes a augmenté, mais que le nombre de sanctions a quand même diminué. Oui, alors ça, si vous voulez, nous, sur le département... on est loin d'un peu tout ça. Il faut savoir que nous, ce que l'on demande dans un premier temps, c'est que mes collègues aient cette présomption d'innocence. Parce que quand on entend le ministre parler, on a l'impression que mes collègues sont systématiquement coupables et ne peuvent pas bénéficier de cette présomption d'innocence. Après, les enquêtes sont diligentées par l'IGPN ou même des fois par la direction départementale. Et je peux vous dire que quand mes collègues sont mis en cause, ils sont lourdement sanctionnés, malheureusement. D'accord. Alors, est-ce que vous prévoyez d'autres mobilisations ? Il n'y a pas de passe-droit pour notre profession. Hein. Au contraire, on est une profession très surveillée, très sanctionnée. Et justement, à travers les propos aussi de M. Castaner, on a l'impression d'une stigmatisation de l'ensemble de la profession qui est anormale. Alors, pour conclure cet entretien, est-ce que vous prévoyez d'autres mobilisations ? Oui, alors pour l'instant, effectivement, hier soir, on a eu un rassemblement du côté de Sartrouville. Donc, pour l'instant, la colère ne retombe pas parce qu'on n'a pas d'annonce encore vraiment concrète. Et mes collègues attendent beaucoup parce qu'il y a un vrai ras-le-bol, et notamment dans les Yvelines, parce qu'il faut savoir que mes collègues ont été durement touchés et mobilisés également durant la période du Covid-19, où ils ont été en première ligne pour faire gérer le confinement. Et si vous voulez, mes collègues attendent beaucoup. Et s'il faut continuer à mobiliser, nous le ferons. Merci, Julien Lecam, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je le rappelle, vous êtes secrétaire régional des Yvelines du syndicat de police Alliance. Tous les élèves de retour à l'école le 22 juin. C'était l'une des annonces d'Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution présidentielle dimanche soir. Cette semaine, les écoles et collèges étaient en attente du nouveau protocole sanitaire. Assoupli bien sûr, mais non sans inquiétude. Nous vous résumons cette semaine de préparation. Dès lundi, la rectrice de l'Académie de Versailles s'est rendue dans une école de Vélizy-Villacoublay pour expliquer les premières grandes lignes du nouveau protocole sanitaire allégé en vue d'une réouverture des écoles et collèges totale le 22 juin.
Le protocole sanitaire va être allégé à partir du 22 juin. Cela signifie que, au lieu d'avoir au moins 1 mètre entre chaque bureau, il y aura 1 mètre entre chaque élève. Dans cette école primaire, environ la moitié des élèves a pu retrouver les salles de classe au grand bonheur des enfants. Je suis contente parce que ça faisait 2 mois et du coup, on a pu retrouver les amis, retrouver l'école et la maîtresse. Du coup, oui, je suis contente. Mais alors, tous les élèves pourront-ils vraiment reprendre le 22 juin ? C'est l'inquiétude des parents d'élèves pour qui le protocole sanitaire annoncé reste trop strict pour les écoles primaires et les collèges, la distanciation physique ayant été totalement levée en maternelle. Une classe fait à peu près, en tout cas sur Guyancourt, en élémentaire, ça fait 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, il faut mettre les élèves, il faut mettre l'enseignant, il faut mettre les tables, ils ont tous des armoires dans les classes, donc on ne peut pas enlever les armoires. Il faut laisser un sens de circulation dans la classe. Donc, on ne va pas beaucoup augmenter le nombre d'enfants, en fait. C'est le souci qu'il va avoir. Oui, peut-être de 15, on va passer à 17 ou 20, mais sur les classes de 29, on ne pourra jamais prendre tout le monde. Et il y a beaucoup de classes de 29. Et oui, ça existe. Et c'est le problème, c'est que tout le monde ne pourra pas reprendre. Côté enseignant, on déplore le temps trop long entre l'annonce du président et la livraison d'un protocole clair, publié mercredi dans la soirée. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir travailler tranquillement. Et pour travailler tranquillement, il faut arrêter de mettre des protocoles qui épuisent les équipes dans leur réalisation et qui empêchent l'accueil effectif des élèves. En plus de l'allègement de la distanciation physique de 4 mètres carrés par personne à 1 mètre d'écart, les enfants pourront accéder aux jeux extérieurs et jouer par exemple au ballon entre élèves d'une même classe, et les enseignants ne seront plus obligés de porter un masque, sauf si la distance d'1 mètre ne peut être respectée. Autre annonce concernant la phase 3 du déconfinement, toute la France métropolitaine est en zone verte et peut rouvrir ses restaurants, même en salle. Certains étaient en place dès lundi, comme ce restaurant italien de Montigny-le-Bretonneux, Mathilde Demy et Aurélie Ronce. En salle ou en terrasse ? Les restaurateurs peuvent à présent reposer cette fameuse question suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Même si le temps n'est pas encore au beau fixe, la réouverture des salles divise la clientèle. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de s'asseoir, de se poser et de manger sur place. Ouais. C'est mieux d'être dehors, je pense, d'être à l'air libre. À partir du moment que les gestes barrières sont respectés, la distance est respectée, donc ça va. Il n'y a pas de... en terrasse ou intérieur, c'est pas un problème. Surpris par les annonces du président, ce restaurateur de Montigny-le-Bretonneux a eu à peine le temps de se préparer pour la réouverture. Il a rappelé dimanche soir ses 11 salariés pour revenir travailler à temps plein ce lundi matin. Pour nous, c'est un soulagement de pouvoir ouvrir. On attendait depuis tellement longtemps de retrouver un peu une vie normale. Néanmoins, quand même d'ouvrir en prévenant un peu, on aurait pu s'organiser mieux. Nous, on travaille essentiellement, quasiment que des produits frais. Donc pour s'approvisionner, c'est pas évident. Une table sur 2 est occupée par des clients et sur ces 2 salles, une seule est ouverte, ce qui représente 40 couverts sur 80. Depuis le 2 juin, il a dû investir pour pouvoir accueillir plus de monde en terrasse. La terrasse derrière, je peux mettre beaucoup de monde. Mais comme nos clients ne savaient pas et que la copropriété nous a alloué cet espace et que le temps d'acheter le matériel, parce que, encore une fois, quand vous allez faire des achats pour une terrasse, vous n'avez pas forcément tout l'équipement. Forcément, notre activité elle est très impactée. En tout cas, on espère d'ici la fin d'année retrouver un fonctionnement plutôt normal. Pour ouvrir totalement, les restaurateurs devront respecter un protocole strict. 10 clients maximum par table, rendre le port du masque obligatoire pour se déplacer dans le restaurant et espacer les tables d'1 mètre. Mardi, les organisations médicales, paramédicales et ainsi que les collectifs ont manifesté dans toute la France. Dans les Yvelines, plusieurs actions ont été menées. Les soignants se sont rassemblés à partir de 13h devant plusieurs hôpitaux. Exemple à Versailles et à Mantes-la-Jolie avec Manon Varaldo et Mickaël Elmidoro. Forte mobilisation du personnel soignant ce mardi 16 juin dans les Yvelines. Au centre hospitalier de Versailles-André Mignot, une centaine de professionnels, tous services confondus, a défilé suite à l'appel des syndicats. Ils se sont réunis devant la structure à 13h en faisant beaucoup de bruit. On va de façon récurrente rappeler l'importance de l'hôpital public et puis les enjeux qu'il y a autour de l'hôpital public. Et je pense qu'on a tous été conscients de cela au travers de la crise du Covid. Et on souhaite que ce qui a été initié avant la crise se poursuive après la crise, de sorte à ce que l'hôpital public soit préservé.
Même constat à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Pendant la période du Covid-19, le personnel soignant estime qu'il a prouvé son engagement. Parmi leurs revendications, des moyens supplémentaires pour travailler. On n'a plus de pieds à perfusion, on n'a plus de pousse-seringues, on n'a plus de chaises roulantes. Et on fait quoi pour travailler? Pour certains collègues, ils ont fait avec des bouts de ficelle, avec des sacs plastiques en guise de blouse, ce qui a vraiment mis en évidence la carence du système hospitalier à l'heure actuelle. Depuis 2015, on a perdu 109 lits d'hospitalisation et près de 250 postes. Est-ce qu'il y a eu une modification de son action gouvernementale? Absolument pas. Les soignants demandent également une revalorisation de salaire. L'intersyndicat réclame 300 € pour tous. Cette soignante travaille à l'hôpital de Mantes-la-Jolie depuis 15 ans. Elle se mobilise avec le collectif Interhôpitaux. C'est investir dans la santé des Français. L'hôpital public, il est indispensable pour le bon fonctionnement de cet État. Le privé ne fait pas le même travail que l'hôpital public. Le privé sélectionne ses patients. Nous, on ne sélectionne pas, on prend tout le monde. Les soignants attendent des réponses du gouvernement. D'autres mobilisations devraient être organisées dans les prochaines semaines dans les Yvelines. Le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine se réunissait mardi pour l'élection de son nouveau président. Après un hommage rendu à Patrick Devedjian, le nouveau président des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, a été élu à l'unanimité. Pierre Bédier est quant à lui vice-président. Toujours convaincu par la fusion entre les départements, le pays travaille sur un projet de plateforme d'établissements et services pour personnes en situation de handicap psychique ou atteintes d'autisme. Que j'ai su qu'il était candidat à la succession de Patrick Devedjian, de prendre aussi sa succession à l'établissement public interdépartemental, puisque c'était un accord qui avait été passé avec Patrick Devedjian. Les Hauts-de-Seine allaient jusqu'en mars 2021, et après on rediscutera. Et de toute façon, ce qu'on espérait, c'était ne pas avoir à rediscuter, que la fusion soit faite. Il faut succéder à Patrick Devedjian, qui était une personnalité, donc pas évident, ça vous met des responsabilités supplémentaires sur les épaules, mais je vois tout cela sereinement parce que beaucoup de choses ont déjà été faites et qu'avec le président Bédier, nous entendons très bien, nous connaissons depuis longtemps. Mercredi, ce devait être le premier jour des épreuves du baccalauréat 2020. Les élèves auraient dû plancher sur la mythique épreuve de philosophie. Seulement avec la crise du coronavirus, l'examen a été repensé et tourné vers le contrôle continu. Dans l'académie de Versailles, comprenant les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise, ils sont plus de 41 000 candidats en filière générale concernés par cette session 2020 un peu spéciale. Près de 14 500 par le bac technologique. Résultat attendu pour le mardi 7 juillet. Jeudi, c'était les 80 ans de l'appel du général de Gaulle du 18 juin en 1940. Le général de Gaulle appelait les Français à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Et pour cet anniversaire, de nombreuses communes des Yvelines ont commémoré cette date avec des cérémonies, le plus souvent sans public. À Versailles notamment, devant le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, a lui assisté à l'hommage à Rambouillet. Cérémonie également du côté de Poissy devant le buste de Charles de Gaulle. D'autres se sont tenus dans la soirée comme à Guyancourt. Et c'est aussi l'occasion de se souvenir de ceux qui ont résisté lors de la guerre de 39-45. Le conseil départemental des Yvelines met en place des ressources pédagogiques en ligne ainsi que le jeu éducatif réseau. Conçu par les archives départementales, il permet de découvrir comment fonctionnaient les réseaux clandestins et prendre conscience des risques encourus par les résistants. Après une chute de 88% des ventes de véhicules au mois d'avril, d'après les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles, le marché semble rebondir. Les établissements ont rouvert et les clients sont de retour, notamment pour acheter des véhicules d'occasion. Exemple avec une concession à plaisir par Nicolas Dandry. Un véritable rebond d'activité dans cette concession automobile, des appels, des contacts par Internet. L'activité a repris le 11 mai dans cet établissement fermé pendant le confinement. Les clients sont vite revenus. On a fait sur 15 jours l'équivalent d'un mois de commerce. Sur le mois de mai, ça a été assez fulgurant, impressionnant. On s'est même retrouvé avec plusieurs clients sur la même voiture. On a eu un pic d'activité qui est de 30% supérieur à ce qu'on a sur un mois de mai habituel. Les véhicules d'occasion ont eu le plus de succès dans cette reprise. Le plan de relance du secteur automobile annoncé par le président de la République incite à l'acquisition de véhicules verts. Une aide de 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique et une prime de 2 000 € pour l'achat d'un véhicule hybride.
On a eu beaucoup de demandes par téléphone suite à cela, savoir si nos véhicules étaient éligibles, quels véhicules on pouvait proposer par rapport à cela. Donc ça se prêtait très bien avec l'actualité Mini et BMW, avec la Mini électrique ou des véhicules plus récents comme le X3 hybride. Si un redémarrage est constaté dans cette concession, une reprise durable est espérée. Sur les 2 mois de confinement, l'établissement a perdu près de 80% de son chiffre d'affaires. Dimanche 21 juin, c'est la fête de la musique, événement forcément particulier en ce contexte de crise sanitaire qui ne pourra pas se tenir dans des conditions normales. Plusieurs communes ont décidé d'annuler leurs festivités pour se conformer aux gestes barrières. Certaines ont tout de même décidé de maintenir des animations avec le respect de la distanciation physique. Morpa vous donne rendez-vous à partir de 16h dans les commerces de la ville pour des concerts. À Manille-les-Hameaux, c'est une déambulation musicale qui vous est proposée à 15h30 entre le musée et la Grange à Blé. Faites de la musique au balcon et jardin à plaisir. Laissez libre cours à votre créativité musicale depuis chez vous. Pour figurer dans la programmation, vous pouvez vous rapprocher de la direction des affaires culturelles. Enfin, Versailles et Coignères ont choisi de diffuser des concerts en live. La fête de la musique, c'est justement le sujet de notre rubrique Ça s'est passé. Retour sur l'événement à Guyancourt en 2012 et le public était nombreux. Ambiance jazz, ambiance groovy, ambiance funky ce soir à la batterie. Alors c'est pas mal en guise d'introduction, mais moi je vous propose de passer tout de suite à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est justement le thème qu'avait choisi Jean-Pierre Piat et son équipe pour fêter la musique et pour faire leur fête de la musique en décalé. Alors pourquoi le choix de ce thème? C'est la question que nous lui avons posée. C'est parti. Simplement parce que nos groupes qui répètent ici dans nos studios sont majoritairement des groupes pop-rock, donc à près de 80%, donc évidemment ça se ressent sur les plateaux que l'on propose ce soir. Il y a un petit peu de tout, beaucoup de classique rock, un peu de pop-rock aussi, ça dépend aussi des générations, il faut dire qu'on touche vraiment aussi dans nos studios toutes sortes de générations. Le rock c'est maintenant très ancien, voilà, la pop fête aussi son anniversaire aujourd'hui, voilà. Autant de styles que d'interprètes, et quand on demande aux spectateurs si le rock leur évoque quelque chose, chacun y va de sa référence. Hendrix, Led Zepp, plutôt dans les années 60-70, le rock. De la musique qui bouge, de la musique avec beaucoup d'instruments, et la guitare électrique. CDC, Metallica, Volbeat, les Beatles, un peu de tout, Rolling Stones aussi, voilà. Pour moi, parce que je ne suis pas un adepte particulièrement de cette musique, c'est plutôt une époque, les années 70, la grande liberté, les barrières qu'on fait tomber et tout ça, ouais. Bon, je pense que ça a le mérite d'être clair. En tout cas, quel que soit le style, l'origine ou l'interprète, les spectateurs présents samedi soir à la batterie ont eu l'occasion de s'en mettre plein les oreilles. Écoutez! Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité locale dès lundi avec le 7-8 Journal. Bon week-end sur TV 78.